Les éditions de La Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de La Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter La splendeur des Crespi d'Alexandra Selmi ou la flamboyante saga d'une famille qui a marqué l'histoire de l'Italie aux éditions Albin Michel et qui est paru en mai 2024. C'est un livre assez conséquent puisqu'il a 544 pages. Alors, quelques mots sur l'auteur. Alexandra Selmi est née à Monza en Italie et ce livre, La splendeur des Crespi, est le premier qui est traduit en français. Directrice d'une agence littéraire et elle enseigne l'écriture à l'Université catholique de Milan. Ce livre est une forme de reconnaissance à l'égard de sa grand-mère qui a été ouvrière dans cette fameuse filature dont je vais vous parler. Alors nous sommes en 1877, un homme, Cristoforo Crespi, acquiert un terrain d'environ 80 hectares sur les rives de la rivière Adda, cette rivière fait partie du bassin du Pô, dans le nord de l'Italie, plus exactement en Lombardie. Il y fait construire une filature de coton à l'image de ce qui se faisait à cette époque en Angleterre. Mais son projet est bien plus vaste. Il va bâtir une véritable cité industrielle d'une modernité inédite pour l'époque, répondant à tous les besoins des ouvriers et de leurs familles. Désormais, l'histoire de Cristoforo Crespi est inexorablement liée à celle des siens, sa famille, et de ses ouvriers. Pia, sa femme, est son principal soutien. Silvio, un de leurs enfants, est partagé entre le poids de l'héritage familial et le désir de mener sa propre vie. Mais il poursuit le rêve de son père. Nous avons aussi affaire à la famille Malberti, qui est l'âme noire du lieu, ou encore les Agazzi, idéalistes et rebelles, sans oublier la jeune Emilia, très attachante, fille de Carlo Vital, qui a été un employé respecté de Crespi. Monsieur Crespi lui avait promis de prendre toujours soin de sa fille au cas où il lui arriverait quelque chose. Cette jeune fille était une très bonne élève. Elle a même été, dans les jeunes années, l'amie du jeune Silvio. Emilia est un peu, en fait, le cœur battant du village. C'est donc l'histoire romanesque d'une filature. Et aujourd'hui, c'est le lieu de vie pour les travailleurs. Cité ouvrière conçue pour une famille qui a réellement existé. C'est hors du commun, village idéal fait de petites maisons alignées, colorées, avec un jardinet pour chacun, qui s'appellera Crespi d'Adda, près de Bergame. Au fur et à mesure du développement de l'activité de la filature, de coton, au début il a fallu construire une centrale hydromécanique, puis avec l'arrivée de l'électricité hydroélectrique, puis petit à petit des métiers à tisser, et puis des traitements pour les teintures. Il y a eu également construit à côté de toutes ces maisons, l'école, l'église, un dispensaire, une auberge, un cimetière, des maisons pour les contremaîtres et un château pour la famille Crespi. L'église grande, mais sans clocher, car pour Cristoforo Crespi, la cheminée de l'usine devait être le clocher du village, le phare, le centre névralgique. C'est donc tout un symbole. Crespi est un amateur d'art et il voulait du beau. Donc, il a pris grand soin dans l'architecture de ce village, ce qui vaudra à cette cité idéale un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995. Alors, Cristoforo Crespi est un humaniste avec un grand sens du devoir. Il a une conception paternaliste de son rôle, faire sortir les ouvriers de la misère. N'oublions pas qu'on est au fin de la deuxième partie du 19e siècle, en pleine révolution industrielle.
Mais évidemment, nous, avec nos yeux d'aujourd'hui, les conditions de travail étaient à cette époque encore effroyables. 12 heures de travail par jour, on est toujours debout, les enfants sont embauchés dès 9-10 ans, les machines, bien que performantes, usent les corps, et aussi, il y a beaucoup de problèmes respiratoires à cause de la poussière de coton. Crespi aussi a su prendre des risques pour réaliser son rêve. Il est parti de peu, il s'enrichit, il connaît le succès et l'estime. Cette saga s'étend de 1877 à 1930. On suit toutes les familles, on se réjouit avec elles, on souffre avec elles, on espère avec elles. On mesure la force, le courage de ces populations, mais aussi les faiblesses et les lâchetés. Et à travers toute cette période, on suit les événements de l'histoire de l'Italie. Les émeutes du pain en 1898 avec des révoltes des ouvriers, la Première Guerre mondiale, la montée du fascisme. En 1930, c'est la faillite de cette lignée d'industriels milanais qui a malgré tout marqué l'histoire. Ça a été une des filatures les plus illustres au monde. Donc c'est un livre assez volumineux, mais une lecture agréable, fluide. Bien, moi je vais vous emmener après l'Italie au Cameroun. Nous allons voyager du Cameroun à Paris. Le rêve du pêcheur d'Emily Boone est un joli roman qui est paru au printemps 2024 chez Gallimard et c'est son 8e roman. D'une plume fluide, précise et profonde, Emily Boone nous emmène du Cameroun à Paris donc à travers les vies de Zacharias et de Zacharie dit Petit Pas. Il s'agit en fait du grand-père et du petit-fils qui, avec les événements de l'histoire, ne se sont jamais connus. On est au début du siècle à Campo, au Cameroun, à l'endroit où le fleuve se précipite dans l'océan. Des eaux turquoises, tumultueuses, un petit village de pêcheurs, une vie communautaire très agréable. La mangrove vous donne un bois magnifique pour faire de belles pirogues en bois imputrescible. Le poisson est abondant. Les hommes partent à l'appel de l'océan et rapportent de quoi faire vivre leur famille. Zacharias est l'un d'eux. Il se lève tôt comme à son ordinaire. Il profite des petits bonheurs du matin en laissant sa femme et ses filles à la maison. Il est heureux. Pourtant, la vie n'a pas toujours été simple. Un jour, la pirogue de son père était revenue vide. L'océan avait gardé son corps. Sa mère l'abandonne. En effet, elle n'est pas une vraie veuve. Il n'y a pas de corps. Pour elle, le lieu est maudit. Il laisse Zacharias dans la maison de son oncle. Et là, il n'est pas malheureux. Mais il a envie d'autre chose. Ne réussissant pas son certificat d'études, il prend naturellement la suite de son père et devient pêcheur lui aussi. Il rencontre Yalana. Son bonheur domestique, il est heureux. Sa merveilleuse femme et leurs 2 filles. Il répond en chantant à l'appel de l'océan. Pour lui, être pêcheur n'est pas un métier. Il entretient une relation particulière avec l'océan. Il le connaît et sait où trouver le poisson. Il est le meilleur. Mais ça c'était avant. Avant l'arrivée des étrangers qui investissent dans des sociétés forestières et qui insufflent de nouvelles habitudes. Le confort d'un salaire, le pêcheur s'interroge. Il imaginait sans se forcer la sérénité de celui qui est sûr d'avoir de l'argent tous les mois. La même somme sans être soumis aux aléas du vent, aux caprices de l'océan. La vie a été d'une grande générosité avec lui. Il coule des jours heureux. Mais qu'adviendra-t-il si ses filles désirent des biens qu'il ne peut pas leur offrir ? Dans le village, de nouveaux mots apparaissent. Moto, radio, frigo. Après l'appel de l'océan, l'appel de la coopérative, les chalutiers. Zacharias, le courageux, va-t-il savoir faire face ? À quelques décennies de là, Zacharie, dit Petit Pas, lui est à Paris. Il a fui la banlieue pauvre de Yaoundé où il vivotait avec sa mère prostituée. Il a passé toute son enfance dans ce quartier avec son meilleur ami Achille. Mais il a conscience de ne pas être une famille comme les autres. Personne ne sait d'où vient sa mère. Personne ne vient les voir. Ils ne partent jamais au village. Dorothée, sa mère, ne parlait jamais de ses parents. Pourtant, il lui a souvent posé la question « Ma,
c'est où notre village? Pourquoi on n'y va jamais? Où sont tes parents? Pourquoi personne ne vient nous voir? Jamais Dorothée ne répond. Cela fait maintenant 8 ans qu'il a tout quitté, sa mère et son pays. Il travaille comme psychologue à Paris, il est bien installé. Mais pas un jour ne se passe sans que cette question ne le taraude. Ma, c'est où notre village? Ma, où sont tes parents? Il était parti sans rien dire, mais il ne se passait pas un jour sans que le souvenir des derniers mois à Daoula ne vienne le tourmenter. Un soir, pris d'une crise d'angoisse, anéanti par le manque de mère, de sa ville, de son quartier, de ses amis, un trou béant de son passé, il s'effondre sur le trottoir, place de la Concorde. À côté des poubelles, il est pris pour un clochard. Heureusement, Julienne passe et lui tend sa carte. À travers les vies de Zacharias et de Zacharie, une fresque familiale éclatante. La vie des femmes, Yalana et Dorothée, des voisins. Zacharias, l'homme inquiet et courageux, l'homme heureux avec Yalana, comment pouvait-il prévoir qu'un jour ils cesseraient d'être des personnes satisfaites de la frugalité de leur existence pour devenir des pauvres? Zacharie, l'homme qui a une belle situation à Paris, loin de sa banlieue miteuse de Yaoundé, pouvait-il prévoir qu'elle lui manquerait tant? Comment Zacharias pouvait-il prévoir l'immensité des transformations qu'apporteraient les étrangers? Comment Zacharie avait-il pu imaginer vivre à l'étranger en laissant mère et pays derrière lui? 2 personnages très humains et attachants, des thèmes passionnants, transmission, filiation, inconscience. Un joli roman dont le titre relève la beauté et la fragilité. Bon, rapidement, je vous cite un livre qui vient de paraître au livre de poche au printemps 2024. C'est un roman de Stéphanie Deor, Cynthia. Cynthia est une histoire vraie, un roman palpitant. Betty Thorpe épouse Betty Park, son nom de code Cynthia. Cette jeune américaine, fougueuse et insupportable, refusant le mariage dont sa mère aurait rêvé, provoquant le capitaine et diplomate Arthur Park, elle l'épouse en lui cachant qu'elle est enceinte. Sur ce drôle de ménage, une vie de diplomatie, elle va s'envoler. De 1935-36, ils sont à Madrid en pleine révolution. 37-38 en Pologne avec l'arrivée d'Hitler. 1939, Santiago. 1940-41, New York. Elle a été repérée par les services anglais. Effectivement, Arthur Park était anglais. Repérée par les renseignements, elle va faire changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Une vie trépidante, truculente, mais très intéressante. Nous venons de vous présenter La splendeur des Crespi de Alessandra Selmi, Le rêve du pêcheur de Emily Boom et Cynthia de Stéphanie Deor. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».